Il y a des milliers d'années, un imposant météore de 2 millions de tonnes a percuté la Terre à une vitesse d'environ 90 000 km/h. Cet impact colossal a effectivement donné naissance au lac de Lonar dans le Maharashtra. Vu du ciel, ce lac pourrait sembler ordinaire, mais le sable qui l'entoure est magnétique, ce qui perturbe les instruments de navigation. Avant tout, il s'agit d'un lac sodique. Et non, il n'est pas rempli de soda, mais ce terme désigne simplement un lac alcalin. Son niveau de pH varie entre 9 et 12, alors que la gamme de pH confortable pour les humains est entre 6,5 et 8,5. Par conséquent, il est fortement déconseillé de s'y baigner, et encore moins d'en boire l'eau. Une petite dépression circulaire située à environ 700 mètres du lac principal aurait été, selon certains, causée par un fragment du météore d'origine. À proximité, un temple dédié à Hanuman abrite une statue taillée dans la roche, réputée pour dégager de puissantes vibrations magnétiques. En outre, les agriculteurs locaux puisent de l'eau dans le lac Ambar. Ce lac est parfois désigné sous le nom de Chota Lonar, ce qui signifie « le petit Lonar ». Ce cratère quasiment ovale est l'un des rares cratères naturels au monde, constitué entièrement de basalte, une roche volcanique sombre et finement granulée. L'eau y est 7 fois plus salée que celle des océans. Et le lac peut occasionnellement prendre une teinte rose en raison de certaines bactéries. À chaque fois que vous ouvrez un robinet pour remplir un verre, l'eau s'écoule de haut en bas sous l'effet de la gravité. Bien entendu. Il est difficile d'imaginer le phénomène inverse. Pourtant, certaines cascades semblent défier la gravité en remontant. Ces cascades inversées se produisent lorsque des vents puissants, de plus de 70 km/h, soufflent dans le sens opposé de la chute d'eau, propulsant celle-ci vers le haut. Ce phénomène spectaculaire survient surtout durant les mois d'automne et d'hiver, où les vents sont souvent plus violents. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les cascades inversées ne sont pas si rares, et on peut en observer sur tous les continents, de l'Australie à l'Inde, en passant par le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. En Australie, dans des régions comme celle de Sydney, la côte centrale et le parc national Royal, des vents à près de 70 km/h peuvent faire remonter l'eau des chutes. Ce phénomène s'explique uniquement par la force du vent à cette vitesse. Oubliez donc tous les mythes farfelus liant ce phénomène à l'hémisphère sud. L'idée, par exemple, que l'eau des toilettes y s'écoule dans le sens opposé n'est qu'une légende urbaine. En Inde, près de Bombay, et dans des endroits comme la vallée de Sandan ou les collines d'Amboli, les cascades sont repoussées vers le ciel pendant la mousson. Et dans les îles Féroé, ce phénomène spectaculaire se produit régulièrement, grâce à la géographie unique de la région et au vent puissant de l'Atlantique Nord. La colline magnétique du Ladakh, en Inde, est un site intrigant, niché à environ 4300 mètres d'altitude le long de l'autoroute de Srinagar-Leh, à 26 km seulement de la ville de Leh. Cette colline défie la gravité de façon mystérieuse. Les véhicules, laissés au point mort, semblent monter d'eux-mêmes. Cette anomalie attire les visiteurs du monde entier et alimente des légendes locales qui y voient une passerelle entre la terre et le ciel. La période idéale pour visiter s'étend de juin à septembre, quand les conditions sont parfaites et l'illusion d'optique est à son apogée, généralement entre 8 et 17 heures. Au Brésil, il existe une rue appelée Rua do Amendoim qui intrigue tous ceux qui l'empruntent, à pied comme en voiture, en raison de son effet insolite. Affectueusement surnommée la rue de l'Arachide par les habitants du coin, elle ne manque jamais de places de stationnement. Les voitures garées sans enclencher le frein à main commencent spontanément à rouler en montée, gagnant peu à peu en vitesse. De nombreuses théories circulent pour expliquer ce phénomène inhabituel. Certains prétendent que la colline serait hantée, tandis que d'autres croient qu'un gisement de fer attirerait les voitures vers le haut comme un aimant. En réalité, ce phénomène n'est qu'une illusion d'optique. La rue semble en pente ascendante, mais présente en fait une légère déclivité vers le bas. Les voitures qui paraissent monter descendent, en fait. Cela n'a pourtant pas découragé les visiteurs, qui continuent de filmer cette curiosité avec enthousiasme. Nichée sur la superbe côte de la mer Noire, Oureki est une paisible station balnéaire, réputée pour ses sables magnétiques uniques, orientés vers le bien-être et la santé. Ces sables, reconnus pour leurs vertus curatives depuis le XIXe siècle, sont utilisés pour soulager divers troubles de santé. La particularité des sables d'Oureki réside dans leur richesse en minéraux, tels que la magnétite et le quartz. Avec une teneur magnétique d'environ 23%, leur champ magnétique est nettement plus intense que celui du sable ordinaire.
Les lumières de Hessdalen sont des orbes mystérieux visibles sur un tronçon de 11 km dans la vallée du même nom, au cœur de la Norvège. Ces phénomènes lumineux, observés depuis les années 30, peuvent apparaître aussi bien de jour que de nuit, généralement éclatantes de blanc, de jaune ou de rouge. Ces lumières peuvent planer, se déplacer rapidement ou osciller doucement dans les airs. Leur manifestation dure de quelques secondes à plus d'1 heure. Bien qu'il y ait eu un pic d'observation entre 1981 et 1984, la fréquence a chuté pour atteindre environ 10 à 20 apparitions annuelles depuis 2010. Des groupes de recherche, comme le projet Hessdalen, mènent depuis 1983 diverses investigations, alliant études de terrain et recherches scientifiques, afin de percer le mystère de ces lumières. Quant à leur origine, le mystère demeure. Certaines apparitions ont été attribuées aux reflets des phares des voitures, ou à des objets astronomiques. Une théorie propose qu'elles proviendraient d'une réaction chimique impliquant la poussière en suspension issue des mines locales. Une autre hypothèse avance qu'il s'agirait d'amas de particules interagissant spécifiquement en raison des particularités géologiques de la région. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que ces lumières pourraient être générées par un effet piézoélectrique dû à la composition rocheuse de la vallée. D'autres avancent l'idée d'interactions complexes entre les ondes électromagnétiques et les particules de poussière, ce qui expliquerait les formes et les couleurs singulières de ces apparitions lumineuses. La poussière du Sahara, qui a même atteint certaines régions du Royaume-Uni et recouvert les voitures d'une couche rougeâtre, est composée de minéraux naturellement magnétiques. Le 7 septembre 2023, plusieurs personnes ont remarqué que leurs véhicules étaient couverts de taches rougeâtres en raison de la poussière soufflée depuis le Sahara. Une vidéo partagée sur Facebook montrait une personne utilisant un aimant pour retirer la poussière de sa voiture. Un commentateur s'est d'ailleurs emporté, affirmant « Si vous voulez savoir ce qui est tombé hier soir, prenez simplement un aimant et regardez ça », insistant sur le fait que c'était du métal et pas du sable. Naturellement, cette découverte a suscité des discussions sur le lien éventuel entre les propriétés magnétiques de cette poussière et les fameux chemtrails. Mais devinez quoi? Les experts sont clairs. Ce magnétisme est tout à fait normal pour la poussière saharienne. D'après le professeur Barbara Maher du Centre de magnétisme environnemental et de paléomagnétisme de l'Université de Lancaster, la poussière transporte un mélange de particules provenant du sol africain et de polluants atmosphériques en route vers l'Europe et le Royaume-Uni. La couleur rouge provient de l'hématite, un minéral faiblement magnétique. Certes, la poussière peut emporter des particules magnétiques d'origine humaine en chemin, mais les scientifiques précisent que celles-ci sont généralement bien moins abondantes que celles d'origine naturelle. L'idée des chemtrails, selon laquelle des avions pulvériseraient délibérément des substances nuisibles, repose sur des théories complotistes qui sont le plus souvent réfutées. En résumé, la présence de particules magnétiques dans la poussière saharienne, comme l'hématite qui lui donne sa teinte rougeâtre, ne soutient en aucun cas une telle théorie. Ne pas avoir accès à Internet en 2024 semble assez peu commun, non? Lorsqu'on parle d'accès à Internet, cela se résume principalement à des connexions filaires, des réseaux mobiles, ainsi que des satellites. Les câbles à fibre optique relient la majeure partie du monde, à l'exception de l'Antarctique, ainsi que de nombreuses petites îles. Les réseaux mobiles sont également très répandus, et même dans des régions éloignées comme le Sahara, on peut parfois trouver un accès limité. Pour ceux qui vivent dans des zones rurales, l'Internet par satellite reste souvent la meilleure option, bien que plus lent. Cependant, il existe encore quelques lieux véritablement isolés. Les cavernes profondes, comme le gouffre Krubera-Voronja en Géorgie, ne bénéficient pas de connexion en raison de leur profondeur. Et sous l'océan, les signaux ont du mal à se frayer un chemin, rendant l'accès à Internet soit faible, soit inexistant. Il existe un site archéologique remarquable près de Saint-Louis, dans le Missouri, dont peu de personnes ont entendu parler. Nommé Cahokia, il fut jadis une métropole florissante abritant jusqu'à 2000 habitants au cours du XIe siècle. Ce lieu est parsemé d'imposants tertres de terre façonnés à la main, dont le plus monumental subsiste encore aujourd'hui au Cahokia Mound State Historic Site. Bien que de nombreux aspects de cette civilisation demeurent mystérieux, les chercheurs ont pu en reconstituer certains éléments grâce aux vestiges mis au jour. Parmi ces découvertes figuraient des dents particulièrement anciennes. Leur analyse détaillée a révélé que Cahokia accueillait une grande diversité de peuples autochtones.
environ un tiers des habitants provenaient d'autres régions du centre du continent. Ce que les scientifiques ont déterminé en étudiant la composition chimique des dents retrouvées. Fait remarquable, l'agencement des monticules indique que Cahokia était une ville conçue avec une organisation précise et non une simple juxtaposition de villages. Les élites résidaient au sommet de ces structures, tandis que le reste de la population occupait d'autres habitations. Il est fascinant d'imaginer que cette cité abritait des activités variées, telles que l'agriculture, la chasse, l'exploitation du bois, la poterie et le tissage. Au cœur même de Cahokia, se dressait un monticule colossal d'environ 30 mètres de hauteur, entouré d'une vaste palissade en bois. À l'intérieur de cette enceinte se trouvait le centre névralgique de la ville, comprenant une grande place ouverte. Les archéologues estiment que cette dernière avait été conçue pour symboliser les 4 points cardinaux. On pourrait croire que ceux qui l'ont bâtie cherchaient à créer un lieu en parfaite harmonie avec l'univers. Le centre de Cahokia était le cœur des cérémonies et des rassemblements majeurs, et son importance était telle que des visiteurs extérieurs venaient spécialement pour y assister. Le destin de cette cité demeure incertain. Certains avancent que son effondrement serait dû à une déforestation excessive, ayant perturbé l'équilibre naturel. D'autres spécialistes contestent cette hypothèse, soulignant que la qualité des sols était encore préservée après l'abandon de la ville. Les premiers colons n'étaient pas encore arrivés à l'époque, écartant ainsi toute influence de leur part. Une autre théorie évoque des conflits avec des communautés voisines, qui auraient précipité son déclin. Aujourd'hui, plus de 65 tertres sont encore visibles, et il est même possible d'escalader le plus imposant d'entre eux. Ce site exceptionnel pourrait bientôt obtenir le statut de parc national, une raison de plus de le découvrir avant qu'il ne devienne une destination trop prisée. Mohenjo-Daro est une autre cité antique disparue qui demeure entourée de mystères. Située dans l'actuel Pakistan, elle connut son apogée durant l'âge du bronze et se distinguait par son niveau d'avancement remarquable. Son réseau d'adduction d'eau et son architecture sophistiquée surpassèrent de loin ceux des autres villes de l'époque. Pourtant, elle demeure bien moins célèbre que les grandes cités antiques d'Égypte ou de Mésopotamie. Plus énigmatique encore, son abandon soudain, dont la cause reste encore inconnue. Bien que la ville ait été mise au jour en 1911, les archéologues mirent du temps à saisir toute son importance. Les fouilles révélèrent notamment un système d'assainissement avancé, comprenant plus de 700 puits, des bains privés ainsi que de vastes thermes publics. De manière impressionnante, même les habitations individuelles disposaient de toilettes reliées à un réseau d'égouts fonctionnel qui s'étendait à travers la ville. Mohenjo-Daro était également un centre commercial dynamique, produisant des poteries raffinées, des bijoux et des figurines qui s'exportaient à travers toute la région. Malgré cette sophistication, la raison de son abandon reste inconnue. Certains suggèrent que des changements dans le cours du fleuve Indus auraient pu être un facteur déterminant. Quant aux inscriptions laissées par ses habitants, elles restent indéchiffrables, même pour les experts les plus aguerris, compliquant encore davantage la reconstitution de son histoire. Avez-vous déjà entendu parler du village perdu de Kolmanskop? Autrefois, il s'agissait d'une petite colonie établie au cœur du désert du Namib. Selon la légende, elle tiendrait son nom d'un certain Coleman, qui se serait enlisé dans les dunes avant de disparaître à jamais. Toutefois, ce n'est pas là l'aspect le plus curieux. En 1908, un cheminot découvrit une pierre brillante et la montra à son chef d'équipe, qui s'avéra être un minéralogiste amateur. Après analyse, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un diamant. Rapidement, Kolmanskop devint la ville la plus prospère d'Afrique et l'un des endroits les plus riches au monde. On y trouvait de luxueuses maisons, une école, un hôpital et même une usine à glace destinée à approvisionner les garde-manger. L'hôpital était équipé de la toute première machine à rayon X d'Afrique australe, supposément employée pour s'assurer que les ouvriers ne tentèrent pas d'avaler des diamants en douce. Mais dès la fin des années 20, la découverte d'un autre gisement diamantifère à proximité entraîna le déclin de Kolmanskop. Peu à peu, ses habitants partirent en quête de nouvelles opportunités.
laissant derrière eux une ville déserte. En 1938, l'ensemble des équipements industriels fut déplacé vers le sud, condamnant Kolmanskop à l'oubli. Son dernier habitant quitta les lieux entre 1956 et 1960. Cependant, le climat aride a permis une remarquable conservation des bâtiments, transformant cette cité fantôme en un site prisé des visiteurs. Vous avez certainement entendu parler du Machu Picchu, cette fascinante cité antique située au Pérou. Perchée sur les hauteurs vertigineuses des Andes, elle s'étend sur une vaste superficie et surplombe les vallées environnantes. Son importance historique et son architecture lui valent d'être classée parmi les merveilles du monde moderne. Toutefois, son véritable usage reste un mystère. Bien qu'elle ait pu abriter jusqu'à 750 personnes, les traces humaines y sont limitées. Certains avancent qu'il s'agissait avant tout d'un lieu spirituel ou cérémoniel, tandis que d'autres le voient comme un luxueux centre de villégiature destiné à l'élite inca. La présence de vastes terrasses suggère une fonction agricole expérimentale ou un rôle commercial. Une autre hypothèse, plus surprenante, évoque l'éventualité d'une prison, en raison de la découverte d'un espace ressemblant à une cellule. Il est intriguant de constater qu'aujourd'hui encore, les archéologues et les historiens peinent à comprendre comment cette cité a été édifiée. Saviez-vous que les Incas n'auraient probablement pas utilisé de roues pour transporter les matériaux? Pourtant, d'énormes blocs de granit ont été hissés jusqu'au sommet escarpé des Andes, alors même que leur poids était considérable. Certains estiment que des centaines d'ouvriers unissaient leurs forces pour faire progresser chaque roche jusqu'au sommet. Les gigantesques pierres du Machu Picchu sont si parfaitement ajustées qu'aucune fissure n'est visible entre elles. Ce détail remarquable confère à la structure une incroyable résistance au séisme, un atout majeur dans un pays comme le Pérou, sujet aux secousses telluriques. Mais comment ces blocs parviennent-ils à rester en place malgré les séismes? Ils subissent en réalité de légers déplacements avant de retrouver spontanément leur position d'origine, donnant l'impression d'une danse naturelle. Certains avancent que des cales en bois humidifiées auraient été employées pour stabiliser les pierres, mais cette hypothèse semble peu compatible avec l'ampleur des constructions. Les bâtisseurs du Machu Picchu semblent également s'être passés de bêtes de somme et d'outils en fer. Ils ont dû façonner et assembler chaque élément à la seule force de leurs mains. De surcroît, la citadelle repose sur une faille tectonique, ce qui a nécessité le déplacement de vastes quantités de roches et de terre afin d'aplanir le terrain. On pense même que la véritable prouesse se cacherait sous la surface, où des fondations profondes et un ingénieux système de drainage assurent la stabilité du site. D'ailleurs, un réseau hydraulique souterrain, jusque-là inconnu, a récemment été mis au jour grâce à la numérisation 3D. Les Incas n'utilisèrent pas de mortier pour assembler les blocs de granit, mais leur travail était si précis qu'il est impossible d'y glisser une feuille de papier. Une hypothèse suggère que les artisans employaient des outils de pierre constitués de matériaux plus durs que les blocs façonnés. Bien le bonjour. Que diriez-vous de découvrir quelques artefacts cool et insolites du passé? Eh bien, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler des miroirs magiques chinois? Ces miroirs étaient faits de bronze massif et ils avaient deux faces. L'avant était une surface polie brillante, similaire à nos miroirs typiques. C'était l'arrière qui faisait la magie. Lorsqu'une lumière vive frappait le miroir, on avait l'impression qu'il était transparent, et le dessin au dos de celui-ci était projeté sur le mur. L'arrière pouvait avoir différents motifs en fonction de ce que son créateur voulait représenter. Étant donné que le miroir était fait de bronze, personne ne s'attendait à ce que cette illusion d'optique se produise. Ces anciens artefacts remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils sont devenus populaires en Chine et ont été produits en grand nombre à l'époque. Finalement, leur renommée s'est estompée. Pendant des siècles, la magie de ces miroirs a déconcerté à la fois le public et les érudits. Au XIe siècle, le savant chinois Shen Kuo a décidé d'étudier ces miroirs. Par chance, il en avait 3. Il a été surpris par la capacité du métal à se comporter comme s'il était transparent. Il pensait que certaines techniques de trempe avaient créé des rides à la surface du miroir pour le rendre translucide. Pourtant, ces rides étaient imperceptibles à l'œil humain. Il s'avère qu'il avait raison. De nombreux chercheurs ont essayé de percer le secret des miroirs ouverts au fil des siècles, mais tous sont restés bredouilles. Finalement, en 1932, un certain William Bragg a découvert que Shen Kuo avait vu juste depuis le début au sujet de ces rides de surface imperceptibles.
De temps à autre, les gens ouvrent plusieurs onglets dans leur navigateur et arrivent à un point où il n'y a plus de place pour en ouvrir un nouveau. Apparemment, cela se produisait aussi bien avant l'invention des ordinateurs et d'Internet. Voici le navigateur du XVIe siècle. Il s'agit d'une rousse à livres grandeur nature. C'est une sorte d'étagère de bibliothèque rotative, faite sur mesure. Gregory Haworth, un médiéviste et spécialiste des sciences textuelles, affirme que cet outil avait un système d'engrenages épicycloïdaux. Cela signifie que la roue à livres avait un principe de fonctionnement semblable à celui d'un système planétaire, à savoir que un engrenage tourne autour d'un autre. Les rayons du mécanisme conservent une inclinaison constante de 45 degrés qui retient les livres en toute sécurité pendant que la grande roue tourne. Auparavant, les gens utilisaient cet outil pour rédiger des encyclopédies et pour recopier des œuvres classiques. Dans ce genre de travail, une personne doit avoir de nombreux livres ouverts en même temps afin de pouvoir consulter facilement des informations provenant de différentes sources. L'ingénieur italien Agostino Ramelli aurait été l'inventeur de cette machine de la Renaissance. Et si je vous disais que des pêcheurs d'éponges en Grèce ont accidentellement retrouvé un ordinateur antique? Ils ont extrait cet artefact d'une épave près de l'île d'Anticythère en 1901. Les scientifiques l'ont baptisé le mécanisme d'Anticythère et le considèrent comme le plus ancien ordinateur mécanique jamais découvert. La machine ressemble à un morceau de bronze, mais elle présente une sorte de mécanisme composé de roues et d'engrenages. Les experts ont donc d'abord supposé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie. Toutefois, grâce à la radiographie, ils ont découvert que l'instrument était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. L'artefact était destiné à calculer les positions astronomiques, à suivre le cycle de 4 ans des Olympiades, et bien d'autres choses. Il contenait une boîte avec des cadrans sur l'extérieur ainsi qu'un assemblage de roues dentées. On ignore toujours qui a bien pu construire un instrument doté d'un tel niveau de complexité il y a stocké et pourquoi cette technologie a été perdue. Après avoir constaté à quel point l'appareil était sophistiqué, les chercheurs ont bien dû accepter que leur perception de l'ingénierie grecque antique était erronée. Le professeur Michael Edmonds de l'université de Cardiff admet que, sur la base des connaissances liées à leur disposition, ce mécanisme ne devrait même pas exister. Edmonds affirme que la machine est unique en son genre et que ses calculs astronomiques sont précis. Pour lui, le mécanisme d'Anticythère serait plus précieux que la Joconde. En 1929, des chercheurs travaillant au musée du palais de Topkapi, en Turquie, ont découvert une carte. Elle est devenue célèbre comme étant la plus ancienne carte à représenter les Amériques. Le capitaine Piri Reis a lui-même tracé cette carte détaillée sur une peau de gazelle en 1513. Il a illustré l'Europe, l'Afrique du Nord, la côte du Brésil et plusieurs îles, comme les Açores et les îles Canaries. Le plus excitant est qu'il a créé cette carte seulement 21 ans après que Colomb ait posé le pied sur le Nouveau Monde. Enfin, il était nouveau pour lui. Piri Reis était un cartographe et un amiral accompli à la tête de la flotte ottomane. Cependant, lorsqu'il a tracé cette carte, il ne s'est pas seulement appuyé sur sa propre expertise en matière de navigation. Il l'a créée en compilant et en faisant référence à 20 autres cartes régionales, comme la carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et la carte des parties occidentales dessinée par Colomb. Oui, la partie qu'il a obtenue de Colomb a fait battre le cœur de nombreux historiens. Ce dernier l'avait tracée lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde et l'avait faite parvenir en Espagne en 1498. On suppose qu'elle a été perdue. Étonnamment, les historiens peuvent maintenant comprendre ce que Colomb avait relevé en regardant la carte de Piri Reis. Anecdote amusante. Il a également dessiné une autre carte du monde en 1528. Même si seul à peu près 1/6 de cette carte a subsisté, il est clair qu'elle décrit la partie nord-ouest de l'Atlantique, la région allant du Venezuela jusqu'à Terre-Neuve et la pointe sud du Groenland. La carte figurait également l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Les historiens ont dû repenser la chronologie de l'histoire après avoir obtenu cette information sensationnelle, car Piri Reis avait décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans ses glaces.
Dans les années 1930, des ouvriers ont découvert des dizaines de sphères mégalithiques au Costa Rica. Localement, elles sont connues sous le nom de bola de piedra, littéralement les boules de pierre. Elles ont été fabriquées par une civilisation depuis longtemps oubliée. Ce qui est intéressant au sujet de ces sphères, c'est leur forme. Elles sont parfaitement rondes. Comment d'anciennes peuplades ont pu produire des formes aussi précises demeure un mystère. Les sphères sont de tailles différentes. Imaginez-en une petite, comme une balle de tennis. Puis placez-en une autre à côté, de 2 mètres de diamètre. Les sphères les plus grandes pesaient jusqu'à 16 tonnes. Les archéologues sont certains que ces boules sont d'origine humaine. Pourtant, leur fonction reste incertaine. Certains prétendent que ces sphères pourraient même représenter le système solaire ou pourraient en avoir été inspirées par les différentes phases du Soleil et de la Lune. D'autres avancent que la disposition des pierres ferait référence aux maisons des différents chefs de cette culture. La plupart de ces sphères de pierre ont été sculptées à partir de granodiorite, une roche dure, similaire au granit. Les experts pensent que les anciens utilisaient des pierres plus petites, du même matériau comme outil pour façonner les sphères. Ils pensent également que les sculpteurs en ont probablement chauffé certaines parties avant de les refroidir rapidement. Cela aurait pu les aider à extraire les couches extérieures de ces roches. Notre objet suivant est ce qui semble être une ancienne pile électrique découverte en Irak en 1936. L'ensemble se compose d'un pot en céramique, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer. En haut, la tige de fer est isolée du cuivre par de l'asphalte. Et à la fois la tige et le cylindre rentrent dans l'ouverture du pot. Le cylindre en cuivre n'est pas étanche. Donc, si le pot était rempli d'un liquide, celui-ci baignerait également la tige de fer. Les archéologues se sont davantage concentrés sur la tige de fer oxydée, car le récipient aurait juste eu besoin d'être rempli d'une substance acide ou alcaline pour produire une charge électrique. Après avoir examiné cet étrange artefact, un archéologue autrichien du nom de Wilhelm König a émis l'hypothèse que l'instrument utilisait des réactions chimiques pour générer de l'électricité. C'est pourquoi on a comparé l'instrument à une batterie. Une ancienne civilisation aurait pu s'en servir pour une sorte d'électrothérapie. Cependant, aucun objet électrolytique de cette période n'était encore connu. Ainsi, l'hypothèse de König a été rejetée par de nombreux archéologues, mais personne n'a non plus été en mesure de la réfuter totalement. L'origine et la fonction de ce récipient restent vagues à ce jour. Vous voulez voir le plus ancien atelier d'art du monde? En 2011, des archéologues ont retrouvé des coquilles vieilles de 100 000 ans dans une grotte sud-africaine. Ces coquillages étaient utilisés pour fabriquer de la teinture. Un revêtement de poudre rouge vif à l'intérieur d'une paire de ces coquilles en est la preuve. Les archéologues affirment qu'ils ont découvert un kit complet utilisé pour produire un mélange pigmenté. Dans une autre partie de la grotte, plusieurs peintures étaient exposées avec de petites étiquettes de prix dessus, destinées à la vente. Non, je plaisante, bien que celle-ci rendrait vraiment bien au-dessus de mon canapé. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud.
Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher.
En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné? Les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur.
Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant un mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille.
Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas? La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la chambre du roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses.
On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800.
Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un op-art, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune,
des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir.